Bienvenue au premier Forum des Amis des Parcs de Montréal pour ceux qui se joignent pour la première fois à nous aujourd'hui et re-bienvenue à ceux qui étaient avec nous depuis hier. Le premier Forum des Amis des Parcs de Montréal est organisé par les Amis des Parcs en collaboration avec les Amis de la Montagne et en partenariat avec le Centre d'écologie urbaine de Montréal et le Conseil régional en environnement de Montréal. Il s'inscrit dans la programmation de mai, mois du Mont-Royal, conçu par les Amis de la Montagne et réalisé annuellement en partenariat avec la Ville de Montréal. L'événement est généreusement financé par la Banque TD et le secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Le panel d'aujourd'hui est notre troisième activité du forum. Hier matin, nous avons eu le plaisir de tenir le déjeuner des lève-tôt et hier midi, lors de la conférence d'honneur, nous avons officiellement lancé le réseau des Amis des Parcs de Montréal. Avec les partenaires principaux du réseau et un mot de bienvenue de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Le forum est la première activité du réseau qui vise à ce que tous les Montréalais et Montréalaises aient accès à un parc de proximité qui répond à leurs besoins. Avant d'aller plus loin dans les détails de l'activité d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous deux invités d'honneur pour le mot d'ouverture du panel. Il s'agit de Mme Hélène Panayotti, directrice générale des Amis de la Montagne, et de M. Robert Baudry, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif de la Ville de Montréal. Je vais donc passer la parole tout d'abord à Mme Panayotti. Merci beaucoup. La parole est à vous, Mme Panayotti. Bonjour à tous. Alors, les amis sont très fiers de co-organiser ce grand forum des Amis des Parcs de Montréal avec nos partenaires, les Amis des Parcs, et avec la collaboration du Centre d'écologie urbaine de Montréal et le Conseil régional de l'environnement de Montréal. Quelle belle façon mobilisatrice de lancer des activités du réseau des Amis des Parcs de Montréal ici réunis. Alors, ça fait 35 ans cette année que les Amis de la Montagne portent le flambeau de l'engagement citoyen pour la protection et la mise en valeur du Mont-Royal. À notre fondation, nous étions un petit regroupement de citoyens et d'organismes qui ont cru au potentiel et au pouvoir du parc du Mont-Royal, à sa valeur et à ses bienfaits pour la population. Cet engagement a donné lieu à un partenariat absolument exemplaire avec la Ville de Montréal. Ce partenariat et le soutien indéfectible de la communauté nous ont permis d'accomplir de grands projets pour notre montagne. Le Mont-Royal a pris sa place comme élément identitaire dans le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. La montagne a été désignée site patrimonial du Mont-Royal. On lui consacre un plan de protection et de mise en valeur et aussi un plan de conservation. À cela s'ajoutent des agents de concertation engagés, incluant l'ensemble des parties prenantes de la montagne et la table de concertation du Mont-Royal qui est dédiée à la protection et à la mise en valeur de ce lieu. Au fil des années, les Amis ont développé de nombreuses collaborations avec le milieu civique, associatif, municipal et institutionnel. L'expertise de nos membres nous a menés à participer à plusieurs projets, comme celui-ci, le nouveau réseau des Amis des Parcs de Montréal, dont l'influence et les aspirations vont bien au-delà de ceux strictement au Mont-Royal. Dans cette optique, nous sommes heureux de contribuer à la diffusion d'idées et de principes essentiels à la création, à l'amélioration et à la pérennité des parcs montréalais pour tous. Ces espaces verts sont précieux, nous le savons. Ils assument des fonctions diversifiées et essentielles à notre résilience collective. Il y a actuellement un momentum extraordinaire pour mettre de l'avant le rôle joué par les parcs depuis leur création. Il est important de rappeler l'importance de leur équité sur le territoire, le droit à la nature pour tous et d'en faire des lieux où il est bon vivre ensemble. Il y a 145 ans, le 24 mai dernier, le parc du Mont-Royal était inauguré. Il a été imaginé par le concepteur visionnaire Frédéric Law Olmsted comme une œuvre d'art globale et démocratique pour permettre à tous les citoyens de jouir équitablement d'un contact avec la nature. Alors, continuons de nous inspirer de Olmsted pour la suite des choses
Amplifions le pouvoir des parcs ensemble. Je vous souhaite un très beau panel. Merci. Merci beaucoup, Madame Panayotti. Quel beau message, très motivant. Encore une fois, c'est vraiment un plaisir de vous écouter, de penser à toutes ces décennies qui précèdent qui précèdent ce qu'on met en place maintenant. Mais donc, le travail des Amis de la montagne est tellement, tellement important et inspirant pour nous. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous avoir entendu. Merci. Je vais donc passer la parole à M. Robert Baudry, responsable de l'habitation de la stratégie immobilière des grands parcs et du parc Jean-Drapeau. Une longue Oui, liste. il Vous faut avez prendre des un beaux respire. dossiers. Oui, il faut Vous, prendre un grand respire avant. vous avez des beaux dossiers. On vous écoute donc pour votre prise de parole. Merci beaucoup. Oui, des dossiers qui contribuent à la résilience de la métropole, là, quand on parle d'habitation et des espaces verts. Là. Je vais en parler un peu dans mon mot d'introduction. Tout d'abord, je tiens à saluer Hélène. Merci beaucoup pour ce magnifique mot d'introduction. C'est un plaisir. Merci aussi également là, au Réseau des Amis des Parcs pour l'invitation, mais surtout pour l'organisation de ce premier forum-là. Je suis vraiment ravi de participer à ce premier forum là, qui va rassembler autant des citoyens engagés, des groupes de citoyens, des amis, des amoureux de nos parcs, de nos espaces verts, des professionnels, des membres d'organismes communautaires aussi qui veulent travailler ensemble sur des enjeux et s'impliquer comme citoyens, comme groupe plus en avant là, pour le développement et la pérennité de nos espaces verts au Québec, à Montréal. Donc, écoutez, le titre de ce panel aujourd'hui est très intéressant, hein, l'équité territoriale des espaces verts à Montréal. C'est clair, l'engagement citoyen pour nous de réclamer cette équité territoriale, de réclamer plus d'espaces verts dans le développement et dans l'aménagement de notre ville est important. Donc, il faut le souligner ici. Et on l'a vu avec l'impact de la COVID, comment les espaces verts, bien que entre nous, on peut se le dire, bien avant la COVID, on reconnaissait cette importance-là des espaces verts en ville, des parcs de proximité, mais je pense qu'elle a pris un niveau supérieur. Elle est devenue un élément premier sur la place publique, de plus en plus présent avec la crise climatique auquel on continue de faire face, mais également là, avec la crise sanitaire qu'on a eue parce que les parcs étaient pour nous tous une soupape. On est quand même 60 de locataires à Montréal, même les propriétaires souvent d'appartements condos, très peu d'accès à des cours extérieurs. C'est un privilège que très peu de personnes peuvent se targuer. Donc, les parcs deviennent cette soupape-là, ce lieu de réconfort, ce lieu de bien-être. Au-delà de leur impact important et probant sur les eaux, sur la résilience face au changement climatique, sur l'augmentation de la canopée, sur la biodiversité. On reconnaissait une fois pour toutes par l'expérience l'impact sur la santé physique et mentale de notre population. On le voyait clairement avec cette crise, un achalandage record dans nos parcs. Ça a doublé l'année dernière et cette année, on voit que c'est encore en croissance. Donc, on espère que cet amour-là va continuer à durer, cette importance-là va continuer à durer. Nous, comme administration, on l'avait identifié et c'était vraiment une de nos priorités qu'on souhaitait mettre de l'avant avant même ces enjeux-là de crise sanitaire pour des enjeux de crise climatique. Mais il faut poursuivre ce travail-là parce que la crise climatique, elle, est encore très présente et les parcs et la présence d'espaces verts en ville sont des solutions pour la combattre. On était quand même chanceux à Montréal de pouvoir compter sur des espaces verts de qualité, quand même de très grands parcs. Mme Panayotti a parlé du parc du Mont-Royal, qui est vraiment prisé par tous les Montréalais, mais aussi des grands parcs urbains, comme par exemple, on peut penser au parc La Fontaine, le parc Jarry. Des parcs, toutefois, qui ont été fort affectés dans les dernières années par la grêle du Frêne, les parcs riverains qui se sont vus dégradés. On pense au parc, par exemple, René Lévesque, par la désagréation des berges, en fait. Donc, des parcs auxquels la ville doit, par des interventions de foresterie urbaine, par des interventions aussi sur les espèces envahissantes, travailler pour les préserver, pour les protéger. Mais il faut également en créer de nouveaux. Parce qu'on parle d'équité territoriale et clairement, si on regarde la carte de Montréal à l'heure actuelle, et on l'a vu pendant la COVID, nous ne sommes pas tous égaux, malheureusement, compte tenu de où nous sommes nés sur le territoire, où nous avons grandi, où nous habitons sur le territoire, par rapport à l'accès et aux bénéfices de ces espaces verts-là.
On le voit, l'Est, il y a un grand déficit par rapport à l'Ouest de Montréal d'espaces verts. Et donc, il faut continuer à créer et planifier la création de ces nouveaux espaces verts-là, au-delà de simplement intervenir à magnifier, ce qui est très, très important, là, et pérenniser les parcs, parce qu'on a vu que l'achalandage a quand même une pression forte sur eux, mais il faut en créer de nouveaux et il faut surtout les relier entre eux et les rendre plus accessibles par du transport actif, par du transport collectif. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques semaines, on a annoncé justement cette vaste planification-là que notre administration souhaite proposer pour les Montréalais pour les 10 prochaines années. Une planification pour le développement, pour le maintien, pour la liaison de nombreux espaces verts à Montréal. Un plan qui se nomme le plan Nature et Sport, qui est adjoint d'un investissement d'1,8 milliard de dollars pour les 10 prochaines années, mais qu'on veut encore plus audacieux avec les partenariats qu'on aura avec les autres paliers de gouvernement. Donc, un plan qui nous permettra justement de créer un réseau de 5 corridors verts de biodiversité qui permettront de relier des nouveaux espaces entre elles. Un plan qui nous permettra de créer de nouveaux parcs. On pense à ce pôle de l'Est qu'on veut créer, qui sera aussi impressionnant que le Grand Parc de l'Ouest. On peut penser aussi au parc riverain de la Chine qui nous permet d'avoir des nouveaux points de vue sur l'eau. Mais un plan qui nous permettra aussi d'investir concrètement pour le maintien des actifs verts parce qu'ils sont importants et ils sont encore fragiles. On risque de les perdre et on ne peut pas se permettre de les perdre. Il faut les bonifier, il faut les augmenter, mais il faut aussi maintenir les actifs qu'on a présentement. Donc, on interviendra sur près de 10 km de berges de nos parcs riverains. Ça va du parc Belle-Rive jusqu'au parc René-Lévesque, en passant par le parc de Dieppe. Ces investissements-là sont importants parce que cette appropriation-là des espaces a été faite avant par vous, citoyens, par nous, citoyens. En fait, nous sommes appropriés ces espaces-là bien avant la COVID et après la COVID, et nous voulons continuer de ces approprier. Mais ces aménagements-là doivent se faire en concertation et en partenariat avec les groupes, les organismes communautaires et les individus, les amis des parcs. Et c'est ce que je trouve extraordinaire avec ce réseau des Amis des parcs qui permet justement de fédérer et de partager les meilleures pratiques pour qu'on puisse s'inspirer et qu'on puisse justement créer des ponts entre les institutions publiques, mais également les associations de la communauté civile, parce que vous êtes réellement les yeux et les oreilles sur le terrain. En s'appropriant les parcs, vous connaissez mieux que quiconque les enjeux auxquels ces parcs-là font face et comment ils devraient être occupés, développés, magnifiés. Donc, ces préoccupations-là que vous nous amenez, ces attentes-là, sachez que notre administration, on souhaite vraiment mettre en place une forte collaboration avec les organisations. C'est de la façon dont on veut développer nos espaces verts, c'est la façon dont on veut aussi occuper, aménager nos espaces verts. C'est dans l'ADN vraiment de notre administration. Donc, sur ce, je vous dis merci. Merci d'être ici. Merci de vous préoccuper de cet enjeu-là. On voit, il y a plus de 100 personnes qui sont présentes à cette présentation, à ce panel. Donc, merci de vous préoccuper de l'enjeu des espaces verts à Montréal. On s'en préoccupe également et je souhaite un très bon panel à tous et toutes. Merci beaucoup, M. Maudry. Bon, si on était dans une salle ou dans un auditorium extérieur, on vous applaudirait. On applaudirait aussi Mme Panayotti pour ces 2 mots bien inspirants. Donc, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je vais donc repartager mon écran et souligne aussi des beaux échanges dans la fenêtre de clavardage sur les questions de reconnaissance du territoire, des questions qui ne sont pas simples, mais on est content d'en parler, tant mieux. Parlons-en tous ensemble. Merci pour les échanges. Donc, je repartage donc mon écran pour plonger dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Donc, vous rappelez que notre forum, nous avons choisi comme thème cette année pour le premier forum des Amis des parcs de Montréal, le pouvoir des parcs urbains. Plus que jamais, les parcs urbains sont essentiels à notre santé. On s'en rend bien compte. Et hier matin, lors du déjeuner des Lève-Tôt de notre forum, on a demandé aux participants de nous dire en un mot ce que les parcs leur apportent au quotidien. Et quand on regarde ce nuage de mots, on voit bien les multiples pouvoirs des parcs. Et le mot qui ressort le plus, c'est le bonheur. Donc, voilà, les parcs nous apportent du bonheur. Et comme vous l'avez dit, M. Baudry, pour reprendre vos mots, les parcs sont des solutions. Donc, on est vraiment alignés sur ces questions-là aujourd'hui. Et donc, dans cette foulée d'un événement sur le pouvoir des parcs, on a trouvé nécessaire d'aller se pencher sur un sujet complexe, mais
inévitable l'équité territoriale et environnementale de ces lieux qui sont des solutions, mais est-ce que tout le monde y a accès? Donc, alors que la pandémie nous rappelle bien l'importance des parcs et de ces espaces verts, ainsi que leur rôle dans notre résilience collective, nous souhaitons profiter du momentum aujourd'hui, mais aussi du momentum de la pandémie pour mettre en lumière le pouvoir qu'ont les parcs depuis longtemps pour répondre à des enjeux sociaux, de santé, environnementaux, économiques que les Montréalaises et les Montréalais vivaient déjà et continuent de vivre au quotidien. À Montréal, c'est plus de 1200 parcs de quartier, dont 20 grands parcs métropolitains et parcs nature qui couvrent 11% du territoire. C'est un pourcentage qui pourrait être augmenté, M. Baudry nous l'a dit et reconnu, quand on sait que plus de 60% des Montréalais n'ont pas accès à une cour. Donc, c'est un privilège et le parc est la cour arrière de beaucoup de Montréalaises et Montréalais. Surtout lorsqu'on considère que parmi les Canadiens qui n'ont pas accès à un parc dans un rayon de 10 minutes de marche à pied depuis leur domicile, 16% ont déclaré qu'ils ne se rendaient pas du tout dans un parc urbain pendant la pandémie qu'on vit présentement, alors que c'est le cas de seulement 3% de ceux qui vivent proche d'un parc. Donc, on a un écart de 13% ici, et cette différence met en lumière le besoin d'opérer une priorisation équitable du déploiement des lieux publics. Mais comment s'assurer que les Montréalaises et les Montréalais aient un accès équitable au parc de leur ville et que ceux-ci répondent à leurs besoins? C'est une question complexe, mais pour y réfléchir ensemble aujourd'hui, on souhaitait entendre différents points de vue et préoccupations du sujet, justement, de l'équité territoriale et environnementale des parcs. Et cette question est d'autant plus importante, justement, que la mairesse et M. Baudry viennent tout juste d'annoncer le plan nature et sport qui prévoit un investissement, comme M. Baudry le disait, de 1,8 milliard pour les 10 prochaines années. Donc, pour entrer pour écouter ces différentes perspectives, on va donc plonger dans l'activité. Je vais donc commencer par vous présenter nos panélistes invités et notre animateur invité, qui ensuite présenteront chacun une petite introduction de leurs perspectives respectives. Je vais ensuite laisser la parole à notre animateur qui va animer une discussion avec les panélistes et suivra à la fin une période de questions. Je vous rappelle que vous allez pouvoir commencer à écrire vos questions dès le début des introductions des panélistes et vous pourrez utiliser l'outil Q&R qui est au bas de votre écran. On vous demande, si possible, de préciser à qui vous posez la question, si c'est à tous ou si c'est une question spécifique pour un des invités. Voilà. Donc, je passe donc à la présentation des invités. Nous avons notre panéliste aujourd'hui. Nous sommes très fiers d'avoir aussi un panel qui est mixte, donc 2 femmes, 2 hommes, et qui sont issus de perspectives très variées. Donc, je vous les présente un après l'autre et je passerai ensuite la parole à notre animateur invité aujourd'hui. Donc, d'abord, les arts et les sciences et l'environnement s'entrecroisent dans la vie de Jérôme Duprat. Suite à un doctorat en géographie et un post-doctorat en biologie, il devient professeur au département des sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais, où il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie écologique. En plus d'exceller sur les scènes musicales de la francophonie avec les Cowboys fringants, il est engagé dans de nombreuses causes environnementales. Il est entre autres président de la Fondation des Cowboys fringants, cofondateur du mouvement Ceinture verte, initiateur du mouvement Artistes pour le climat et chroniqueur à la radio de C'est quoi? Monsieur Duprat, bonjour. C'est un plaisir de... Bonjour. C'est un plaisir de vous revoir pour une deuxième fois dans nos activités des Amis des Parcs. Notre deuxième panéliste, Anne Pelletier, est agente de planification, programmation et recherche au service environnement urbain et saines habitudes de vie à la Direction régionale de santé publique du CIUS du Centre-Sud de Montréal. Elle détient une maîtrise et un baccalauréat en kinésiologie de l'Université de Montréal. Elle s'intéresse aux impacts du transport actif sur la santé ainsi qu'à l'aménagement des villes actives. Elle a notamment contribué à l'élaboration des versions préliminaires de l'outil Passage pour l'évaluation de la marchabilité et a mené et contribué à plusieurs projets de recherche reliant la santé publique et l'aménagement urbain, dont un des plus récents aborde la question de l'accessibilité au parc de Montréal. Madame Pelletier, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Notre troisième panéliste, féministe intersectionnelle, conférencière et intervenante, Lourdeni Jean, se perfectionne sur les thématiques touchant de près ou de loin la justice sociale, la sociologie et l'inclusion. Diplômée du Collège Lionel Groulx en 2017, elle est passionnée des sciences humaines, notamment la sociologie, la psychologie et l'anthropologie. Elle est fondatrice du projet L'environnement, c'est intersectionnel, une initiative mariant art, engagement et éducation populaire. Madame Jean, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir aussi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et finalement, Oui, merci. Notre quatrième panéliste, Michel Lafleur, est résident du quartier Villeray depuis presque 30 ans. Convaincu de l'impact positif des espaces verts sur la qualité de vie des résidents, il milite activement à la Coalition des Amis du Parc Jarry depuis ses tout débuts en 2004 et en est le président depuis 2010. Son parcours d'engagement citoyen est une source d'inspiration pour plusieurs. Bonjour, Monsieur Lafleur. Bonjour Caroline, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. On est très heureux aussi de vous avoir. Donc, c'est nos 4 panélistes qui bientôt vous parleront plus en détail de leur travail. Et je vais donc présenter notre animateur invité. C'est un honneur de l'avoir avec nous, M. Karel Meyran. Il est président, directeur général de la Fondation du Grand Montréal, ainsi que vice-président du conseil d'administration de la Société du Parc Jean-Drapeau. Auparavant, il a été pendant 12 ans directeur pour le Québec et l'Atlantique de la Fondation David Suzuki et président de Réalité climatique Canada, organisme fondé par Al Gore. Karel est aussi co-auteur de Demain le Québec des éditions La Presse 2018, auteur du livre Une voix pour la Terre, Boréal 2012, et co-auteur de Ne renonçons à rien, Luxe 2017, avec le collectif Faut qu'on se parle. Il collabore régulièrement au magazine L'Actualité et à la presse. Donc, nous sommes honorés qu'il ait accepté notre invitation pour animer ce panel. Bonjour, Karel. Bonjour tout le monde. Je vous laisse donc la parole. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Parfait, merci beaucoup. Écoutez, je me présente devant vous aujourd'hui avec au moins 3 chapeaux différents et pertinents pour le sujet qu'on aborde. D'abord, je suis un fier Annecycois, donc résident du quartier Annecyc à Montréal, qui est un des quartiers les mieux pourvus en espace vert sur l'île de Montréal. Je vous invite à nous visiter. Là. Oui, la vie humaine est possible au nord du métropolitain. Et donc, j'ai pu profiter de cet accès-là à proximité à des espaces verts. Et c'est une des choses probablement qui a fait que j'ai été dans ce quartier-là, que j'ai élevé mes enfants ici. Mon deuxième chapeau, c'est mon rôle à titre de PDG de la Fondation du Grand Montréal. La Fondation n'est peut-être pas aussi connue qu'elle pourrait l'être à Montréal, mais simplement vous dire que nous sommes une fondation communautaire où des organismes et des individus créent des fonds philanthropiques qui permettent ensuite de soutenir des projets. Cette année, l'année dernière, on a fêté nos 20 ans. Et cette année, dans notre 21e année, on a atteint 100 millions de subventions distribuées sur une période de 20 ans. Donc, c'est énorme pour une organisation aussi jeune que la nôtre. Et dans la dernière année, depuis mon arrivée, ça avait commencé un peu avant, mais depuis mon arrivée, on se préoccupe aussi de plus en plus des enjeux. D'abord, on couvre l'ensemble des objectifs de développement durable des Nations unies. Mais on a commencé à se préoccuper un petit peu plus précisément des enjeux d'environnement, de transition écologique dans la dernière année et d'essayer de lier ces enjeux-là aux enjeux plus socio-économiques qu'on avait abordés par le passé et aux enjeux de diversité, d'équité, d'inclusion qui sont de plus en plus importants. Donc, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut lier les questions d'environnement, les questions sociales, les questions de diversité puis d'inclusion aussi. Puis, c'est évident que ça nous amène de plus en plus à réfléchir sur la question des inégalités territoriales et qui se manifestent dans l'exposition à des polluants, par exemple, qui se manifestent dans l'exposition aux îlots de chaleur, à plein de choses, mais aussi qui se manifestent à travers la question de l'accès
aux espaces verts, de l'accès au parc. Et donc, c'est pour ça que j'étais très, très heureux qu'on me demande d'animer cet atelier-là aujourd'hui. Et encore plus heureux parce que mon troisième chapeau, c'est celui de vice-président de la Société du parc Jean Drapeau. Comme vous le savez, il y a à peu près un mois, un petit peu plus qu'un mois, on a annoncé notre plan directeur pour les 10 prochaines années. Et vous n'êtes pas sans savoir que le parc Jean Drapeau, au fil des années, c'est un parc qui parfois a été mal aimé, qui a été souvent livré à toutes sortes d'aventures, souvent soutenu par le développement par des promoteurs qui voulaient réaliser des projets qui sont des très beaux projets par ailleurs. Mais on s'est rendu compte au fil des années, puis avec les consultations qu'on a faites auprès de l'Office de consultation publique de Montréal, pas qu'on a fait, mais que l'Office de consultation publique de Montréal a fait, où il y a 6 000 personnes qui ont participé, que les Montréalais nous demandaient de mieux équilibrer les usages du parc Jean Drapeau. Donc, qui est, oui, l'événementiel, puis on connaît bien, là, on est un grand parc où il y a un casino, un parc d'attractions, des courses de Formule 1, des grands événements touristiques, des bassins pour faire, qui a déjà servi des Olympiques à une exposition universelle. Donc, c'est un parc qui est unique, mais on veut redonner à ce parc-là aussi sa fonction qui permet finalement sa fonction de grand parc urbain. Et là où je veux lancer un appel, vous êtes une centaine de personnes ici intéressées par la question de l'équité territoriale, les questions des parcs, c'est que le parc Jean Drapeau a besoin d'amis. Puis quand je dis on a besoin d'amis, c'est que j'ai eu vent qu'il y a un groupe des amis du parc Jean Drapeau qui est en train d'être créé pour pouvoir justement représenter cet usage-là de grand parc urbain et pouvoir parfois amener une voix qui peut faire contrepoids aux autres voix qui se font entendre souvent dans les médias et pour que ensuite on puisse nouer un dialogue puis faire en sorte que le parc va servir toutes ces fonctions-là. Le parc Jean Drapeau aussi va avoir besoin que des voix s'expriment pour qu'on puisse aller chercher les investissements, par exemple, pour faire ceux et celles qui ne l'ont pas vu encore, aller voir notre plan directeur parce qu'on veut faire une promenade riveraine de plusieurs dizaines de kilomètres, incluant toute la face qui donne sur Montréal, donc les plus belles vues sur Montréal, si on prend, à l'exception peut-être du parc du Mont-Royal, mais au parc Jean Drapeau, on a des vues magnifiques. On a l'accès au fleuve, on veut redonner l'accès au fleuve qui fait défaut dans plusieurs régions. Puis on aimerait devenir un parc de proximité pour les gens autant du Vieux-Montréal, de Griffintown, puis des gens de Centre-Sud aussi. Mais pour ça, il va falloir qu'on soit capable de faire les investissements. Donc, on a besoin d'amis. Puis je vous invite là à peut-être entrer en contact ou dans le réseau des amis des parcs, il y aura éventuellement des gens qui pourront entrer en contact avec vous. Mais on a besoin de votre appui pour que ce parc-là devienne tout ce qu'il peut être pour les Montréalais. Et je vous rappelle que c'est un des premiers parcs qui a été créé après le parc du Mont-Royal. L'île Sainte-Hélène a été un des premiers grands parcs, île Sainte-Hélène, et avec le parc La Fontaine aussi. Donc, c'est un héritage important. J'arrête là parce que j'ai fait mon travail de vente et je veux vraiment maintenant mettre en valeur nos 4 panélistes avec qui j'ai eu la chance d'échanger dans les derniers jours. Ce que je voudrais leur demander d'entrée de jeu, il n'y a pas d'ordre particulier. Peut-être que j'aurai besoin d'un ou une volontaire pour démarrer, mais en 4 minutes chacune, qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'équité territoriale et environnementale par rapport au parc urbain à Montréal? Alors, je ne sais pas qui voudrait se lancer. Sinon, je tirerai quelqu'un d'un chapeau. On avait planifié le premier, c'était M. Duprat. Ben oui, c'est Jérôme. Ben oui, c'est vrai. Désolé. Sinon, ça peut être quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. À votre Non, convenance. allons-y avec Jérôme, oui. Très bien. C'est un honneur que vous me faites de briser la glace. Et, je voudrais d'abord remercier le réseau des Amis des Parcs et les Amis de la Montagne, la Ville de Montréal, Karel, pour cette chouette invitation. Ça me fait toujours plaisir de parler de ma passion pour les arbres et des parcs. Et peut-être d'entrée de jeu, pour répondre à ta question, Karel,
Je dirais que oui, il y a des défis sociaux de justice environnementale, mais je pense que pour bien cadrer la question et le débat, à mon sens, il faut revenir, disons, au principe du développement durable, hein. Donc, c'est assez classique, mais où on embrasse des sphères économiques, écologiques et sociales. Et je voudrais juste peut-être pour donner un peu ma vision, c'est que je pense que pour avoir une équité, on doit aussi s'assurer d'avoir une résilience écologique et d'avoir une efficacité ou du moins une lucidité économique. Donc, quelques petits éléments là, qui me viennent en tête pour les défis écologiques. Bien, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans une grande période de crise environnementale à l'échelle mondiale. En science, on aime parler de changements globaux. C'est une mauvaise traduction de global changes. Ça devrait plutôt être changement planétaire. Et la caractéristique des changements planétaires, ce sont des grands phénomènes qu'on peut aussi cristalliser à des échelles locales. Changement climatique, perte de biodiversité, transformation de l'utilisation du territoire, espèces invasives, pollution systémique. Donc, tous ces grands phénomènes-là, là, qu'on soit partout sur le globe, ça arrive, notre planète est en transformation. Et si on prend ça, on l'amène à l'échelle d'un parc, on vit la même chose. C'est-à-dire que les changements climatiques créent des épisodes de stress augmentés chez les arbres et dans les écosystèmes de parcs dus aux sécheresses, aux patrons de pluviométrie qui sont changeants. Les espèces invasives, on a malheureusement rencontré il y a quelques années la grille du frêne qui a décimé, qui est en train de décimer près d'un cinquième de la forêt urbaine. Donc, ces pressions-là, elles sont bien réelles et ça nous amène des très bonnes questions à se poser sur comment on va être capable d'aménager nos parcs pour que les actions qu'on pose aujourd'hui soient efficaces et résilientes dans 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans, quand notre climat, mais aussi l'ensemble de la planète vivra ce type d'impact-là. Au niveau écologique aussi, il faut considérer qu'est-ce qu'on hérite du passé. On hérite des façons d'aménager qui étaient, bon, où on n'avait pas, disons, les réflexions d'aujourd'hui et où on allait, disons, à l'opportunité. Je vous rappelle, par exemple, l'épisode de la maladie hollandaise de l'orme il y a quelques décennies où on a vu la disparition des ormes causées par cette maladie. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé les ormes par des frênes. Et aujourd'hui, on est pris avec une maladie qui s'attaque aux frênes. Donc, on doit réfléchir sur la question de la diversité des arbres et on est jour de match. Au hockey, hein, il y a un premier trio. Le premier trio des arbres au Québec, c'est l'érable argenté, l'érable de Norvège et le frêne. Dans certaines villes, dont Montréal, ces trois arbres-là représentent souvent 50 de la forêt urbaine, alors qu'on retrouve sur notre territoire 90 espèces d'essences indigènes qu'on pourrait planter et plus de 300 à vocation horticole. Donc, on pourrait planter de façon beaucoup plus diversifiée et on le fait de plus en plus, mais on a vraiment besoin de s'offrir une résilience écologique qui passera par la diversité des espèces, des fonctions écologiques des arbres et une diversité écologique. Et ça, ce n'est pas sans rappeler mon dernier point sur les défis écologiques, qui est celui de la maturité, parce qu'on plante des arbres et lorsque c'est arrivé devant chez vous ou dans un parc, on plante des arbres de bon calibre qui demandent main-d'œuvre, temps, investissement, beaucoup d'amour. Et la durée de vie moyenne d'un arbre dans le nord-est de l'Amérique du Nord, c'est 5 ans. À Montréal, les derniers chiffres qu'on a, c'est en bas de 10 ans. Donc, et ça, c'est causé par, il y a des infrastructures, il y a de la pollution du type serre de déglaçage, il y a des blessures causées aux arbres par des chenillettes et des vélos. Donc, on doit aussi prendre soin de nos arbres, prendre soin de nos parcs pour s'assurer de ne pas avoir à recommencer la roue. Des défis économiques. Je sais que j'ai seulement 4 minutes, je vais aller vite, mais avec Karel, la première fois, je pense qu'on s'est rencontrés, c'était pour lancer une étude sur la valeur économique de nos écosystèmes. Et je pense, il y a plein d'études qu'on a menées depuis qui montrent que finalement, investir dans la nature, c'est rentable. Et un des partenaires aujourd'hui, c'est la Banque TD qui, il y a quelques années, a fait une analyse des forêts urbaines de 4 grandes villes du Canada, Vancouver, Toronto, Montréal, Halifax, et dans sa perception d'organismes financiers qui vend des assurances et tout ça, c'était pas innocent de faire ça et de montrer que la valeur
des forêts urbaines de ces 4 villes cumulaient 58 milliards de dollars en termes de diminution des surverses d'égouts, de purification de l'air, de séquestration de carbone et de diminution des coûts d'énergie, climatisation, chauffage. Donc, on sait qu'à chaque fois qu'on investit 1 dollar dans nos arbres, dans nos parcs, on en retire entre 2 et 13 dollars en termes de bénéfices environnementaux. Et le défi économique, c'est que bien malheureusement, dans la plupart, dans l'ensemble des villes du Québec, on n'a pas l'outillage administratif, réglementaire, comptable pour voir ces investissements-là comme des infrastructures. On est capable d'amortir une souffleuse sur 20 ans parce que ça rend un service public, mais la dépense pour des grands parcs, pour des arbres, elle devient toujours dans cette espèce de contrainte d'investissement dans l'environnement. Donc, on a besoin de changer cette perception-là et de voir que les montants majeurs qui sont annoncés, je félicite l'administration en place parce que c'est nouveau, c'est innovant, bien, on doit se doter d'outils économiques qui nous montrent les retours sur investissement. Et dans la thématique d'aujourd'hui sur l'équité environnementale, je veux juste terminer avec des perspectives de justice sociale. Dans une étude qu'on a conduite l'année dernière, on a regardé le lien entre les arbres, les forêts urbaines et la population de grandes villes canadiennes, Toronto, Montréal, Ottawa, Québec. Et la tendance, elle est claire. Plus on est dans des quartiers vulnérables, donc on a regardé plein de métriques, des personnes seules, des revenus, de la précarité, nouveaux arrivants, eh bien, non seulement on a moins d'arbres, donc on a une moins grande quantité d'arbres, mais on a également des forêts qui sont moins diversifiées et moins résilientes. Donc, en termes de diversité fonctionnelle, diversité spéciste, on est là aussi dans des quartiers vulnérables avec moins de forêts et des forêts plus pauvres, plus fragiles. Donc, ça amène ici de grands défis sur comment ramener de la résilience écologique, ramener une justice environnementale et se doter d'outils économiques qui vont nous permettre de le faire. Et j'ai hâte de poursuivre la discussion parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces points-là. Merci, Karel. Merci beaucoup, professeur Duprat. Là, on note là, que je vous ai donné plus de minutes auxquelles vous aviez droit. Fait que par souci d'équité, je vais permettre aux autres panélistes aussi de dépasser un peu leur temps. Et c'est super important, je pense, le point qui a été amené, de dire que nos grands parcs, nos arbres, la verdure dans nos villes, ça fait partie de nos infrastructures. Ça offre des services qui améliorent énormément la santé publique aussi et qui ont plein de bénéfices. D'ailleurs, avec Jérôme puis avec les gens du Jour de la Terre, on avait eu le rêve fou d'offrir 375 000 arbres à Montréal pour ces 375 ans. Et on a réussi, c'était à l'époque où j'étais à la Fondation David Suzuki, on a réussi, je pense, à se rendre au-delà de 400 000 arbres plantés dans le Grand Montréal en quelques années. Tout ça par du financement philanthropique et privé. Alors, j'aimerais passer maintenant la parole à notre deuxième panéliste, qui est Anne Pelletier. Alors, Anne, équité territoriale et environnementale, qu'est-ce que ça représente? Bonjour. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Ça représente tant de choses, l'équité territoriale et environnementale. Pour faire un lien avec le propos de Jérôme Duprat juste avant, en plus de quantifier en fait l'amortissement ou le service que rend les arbres à la ville, on pourrait le qualifier le quantifier en termes de bénéfices sanitaires. Donc, on sait que les parcs, les espaces verts ont tous un grand impact sur plusieurs aspects de la santé. On peut parler de réduction des îlots de chaleur, mais de promotion de l'activité physique, de la santé physique et mentale. Il y aurait toujours moyen de lier environnement, forêt, parc et santé dans un même et seul propos. J'ai préparé quelques slides, en fait, pour vous expliquer un petit peu, pour moi, c'est quoi la vision de l'équité. J'espère qu'on va bien pouvoir le voir. Est-ce qu'on voit bien mon PowerPoint, Carole? Oui, on voit très bien. Excellent, Oui, merci.
Donc, en fait, on a parlé un petit peu d'accessibilité avec M. Baudry tout à l'heure. On a parlé d'accessibilité beaucoup du point de vue spatial, donc avoir accès physiquement à un parc. Et puis, du point de vue de l'équité territoriale, environnementale et populationnelle, l'accessibilité, en fait, elle est multiple. Et puis, il ne faudrait pas non plus négliger les autres aspects de l'accessibilité. Parce qu'on peut avoir des espaces de parcs physiques à proximité, vraiment tout près de chez soi, mais de ne pas être en mesure de les utiliser. Je vous présente ici un petit cadre conceptuel sur la disponibilité des parcs et l'accessibilité aux grands parcs. Elle repose en fait sur 5 dimensions. On a parlé de la dimension spatiale, les avoir à proximité. C'est une chose qui est super intéressante. Mais après ça, il faut aussi que ce soit disponible économiquement, culturellement, socialement et temporellement. Je m'explique. Temporellement, ça veut dire que l'accès soit relativement simple, un peu, pas à toute heure du jour ou de la nuit, mais sur de grandes plages horaires. Économiquement, ça peut référer à plusieurs choses, aux services qui sont offerts dans les parcs, mais aussi au coût pour se rendre au parc. Si on pense, par exemple, au coût du stationnement dans certains grands parcs qui peut atteindre 20 $, pour la journée, ça peut être prohibitif pour des personnes qui ont un peu moins de moyens. Ceci dit, on ne souhaite peut-être pas non plus que tout le monde se rende en voiture. On ne souhaite surtout pas que tout le monde se rende en voiture. Mais si la contrepartie, c'est de mettre 2 heures en transport en commun pour y accéder, ce n'est pas non plus très accessible. Culturellement et socialement, c'est en fait dans l'utilisation de l'espace. Un parc peut être très accessible physiquement, mais comme Karel le disait tout à l'heure, s'il y a un seul type d'usage qui est fait dans le parc ou que l'usage n'est pas bien réparti, si c'est trop sportif, si c'est trop événementiel, si c'est juste un environnement naturel puis que ce n'est pas adapté à la population qui souhaite utiliser ce parc-là, on va se trouver dans un parc qui va être sous-utilisé, en fait. On a vu beaucoup avec la pandémie un phénomène de surutilisation des parcs, mais il faudrait regarder, il faudrait se pencher si tous les parcs ont été surutilisés ou si certains parcs ont été mis de côté parce qu'ils étaient moins attrayants ou accessibles en fonction des différentes dimensions. Je n'ai pas la réponse ici, là, on n'a pas fait une étude approfondie sur l'utilisation des parcs dans la dernière année, mais on entend souvent les mêmes noms ressortir, le parc Jarry, le parc du Mont-Royal, le parc La Fontaine. Donc, c'est à voir si tous les parcs ont eu le même succès. Et puis, pour concevoir des parcs d'une manière, je dirais, optimale, c'est de connaître les besoins de la population avoisinante dans son utilisation. On parlait aussi, en fait, en termes d'équité, on a parlé de la répartition du parc, des parcs sur les territoires. En 2017 ou 2018, la Ville de Montréal a lancé son plan directeur sur le sport et les plein air urbains. Et puis, dans leur ouvrage, ils ont regardé la superficie de parcs par 1000 habitants, donc en mètres carrés par 1000 habitants. Et puis, on a eu l'idée de croiser ça avec la proportion de la population qui vit sous le seuil du faible revenu pour voir que, dans le fond, dans les arrondissements où les proportions de population qui vivent sous le seuil du faible revenu dépassent le 20 %, c'est aussi les endroits où la population a moins accès aux grands parcs, sauf pour les arrondissements Sud-Ouest et Ville-Marie. Ceci dit, Ville-Marie, on inclut le parc Jean-Drapeau, qui est une très grande superficie et qui, comme on l'a dit un peu plus tôt, n'est pas nécessairement le plus accessible pour l'instant. Donc, il y a quand même une question à se poser par rapport à la répartition des superficies d'espace
ici, on ne parle pas juste des grands parcs, là, on parle de tous les parcs, là, incluant les parcs de quartier. Donc, la répartition des espaces verts en fonction de la densité de population, il y a quand même matière à réflexion par rapport à ça. Évidemment, on ne peut pas, dans un cadre presque entièrement bâti, se mettre à construire des parcs partout. C'est difficile, ça ne fait pas de sens, mais il y a moyen d'aller chercher de la verdure par d'autres types d'infrastructures, entre autres les ruelles vertes, les placettes. Il y a toujours moyen de faire du verdissement qui va rendre les espaces plus accessibles. Caroline, tout à l'heure, tu parlais de la population qui avait accès à un parc à 10 minutes de marche. Nous, on l'a regardé dans un rayon de 500 mètres, dans le fond. Et on voit que la proportion des logements qui ont accès à un parc à moins de 500 mètres, ici c'est un grand parc, varie quand même sur l'île de Montréal. Par contre, on se promène entre 77 et 99 %. Ce qui fait quand même une accessibilité du point de vue spatial, je le répète, quand même intéressante. Malheureusement, on n'avait pas les données pour les villes liées, mais en général, là, à quelques exceptions près, les villes liées sont quand même relativement bien nantis en espace vert. On note que les lieux où l'accès à 500 mètres est le plus difficile, bon, il y a l'île Bizarre, Sainte-Geneviève, parce que c'est une île, puis qu'il y a peut-être pas forcément beaucoup d'espace vert sur l'île en tant que telle, mais sinon, c'est l'arrondissement Ville-Marie qui est vraiment dépourvu d'espace à 500 mètres des logements. Donc, les parcs, on peut s'imaginer très, très bien que Ville-Marie, le parc Jean-Drapeau et puis le parc du Mont-Royal sont les principaux espaces verts qui, dans le fond, sont accessibles à Ville-Marie. Anne, il va falloir que je te demande de peut-être conclure rapidement. Je ne veux pas qu'on échappe du matériel, là, mais... C'est bon, mais c'est ma dernière slide. En fait, good, ce que je voulais dire, c'est que dans l'accès aussi, il faut penser à la sécurité des déplacements. On parlait d'augmenter l'accès en transport actif et collectif. Ça, c'est le territoire du sud de Centre-Sud de Montréal. Les points rouges, ce sont tous les blessés dans les 10 dernières années, entre 2009 et 2018, en fait, pour être précise. Et puis, on peut voir qu'autour du Mont-Royal, puis autour du parc La Fontaine, puis autour du parc Angrignon, ça se fait légion. Donc, il y a matière aussi à réfléchir les parcs, mais l'aménagement autour des parcs. Merci. Merci. Tu as terminé sur un point qui m'est très, très cher, la question de la sécurité des piétons, puis on pourrait dire des cyclistes aussi, mais je me souviens, moi, d'avoir été... j'avais des enfants qui avaient en bas de 50, puis je ne pouvais pas les... Contrairement à d'autres endroits, ils ne pouvaient pas, dans mon environnement immédiat, aller faire du vélo dans la rue, tout ça, parce que près d'où je vivais, le boulevard Henri Bourassa avait 9 voies de large. On ne penserait pas faire un boulevard de 9 voies dans une zone densément peuplée. Puis c'est un des enjeux qui se posent beaucoup dans l'accessibilité, je pense, au parc, mais dans les inégalités environnementales. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des appartements sur le bord d'axes routiers qui ne leur permettent pas vraiment de pouvoir se déplacer. Je pense entre autres à des personnes âgées qui deviennent complètement enclavées parce qu'elles n'ont pas le temps de traverser les rues. Puis on le sait, souvent, ce sont les personnes âgées et les enfants qui sont les victimes de la route. Donc, mais c'est pour une autre conversation, mais qui est quand même une conversation connexe. Je vais passer maintenant à Lourdenis. Lourdenis, dans nos échanges qu'on a eus avant l'atelier d'aujourd'hui, tu as développé vraiment plusieurs idées que je trouvais excessivement intéressantes, puis peut-être qui n'étaient pas suffisamment entendues. Alors, j'avais très hâte de t'entendre aujourd'hui. Je te passe la parole à ton tour. Bonjour, merci beaucoup pour ta curiosité. J'espère qu'elle est partagée, puis j'espère y répondre. Bonjour tout le monde. Je vais commencer peut-être déjà juste en présentant un peu le CI parce que c'est un peu plus récent comme initiative, puis je vais vraiment essayer là, de
faire ça de manière succincte. Mais en bref, l'environnement, c'est intersectionnel, pour le nommer au complet. C'est une initiative que j'ai partie il y a de cela 2 ans. Puis, il y a 2 piliers principaux à la mission de la plateforme. Soit, dans un premier temps, d'être une plateforme pour participer à ce que j'aime appeler la redéfinition collective de qu'est-ce que l'enjeu environnemental. Puis, dans un second temps, d'également concevoir des projets ponctuels qui ont pour but de soit maximiser l'accès à la nature et ou maximiser l'accès, les alternatives de consommation pour les communautés marginalisées. Donc, ça, c'est pour ce qui est l'ECI. Je vous invite en même temps à suivre les plateformes. Il y a une plateforme sur Facebook, Instagram. D'ailleurs, via Facebook, vous pouvez trouver le site web qui est assez récent, là, fait que je suis assez fière, j'en parle souvent. Maintenant, je peux commencer déjà à répondre à la question là, sur laquelle on est invité à songer aujourd'hui dans le panel. Puis, je vais lier ça en même temps à qu'est-ce que ça veut dire pour moi de dire l'environnement, c'est intersectionnel, parce que c'est un énoncé très chargé qui a pour but de lier toutes les violences environnementales à travers un angle d'analyse qui est le suivant, soit que dans les cadres où est-ce qu'il y a la crise écologique, où est-ce qu'il y a des instances polluantes, etc., on peut systématiquement lier ces points-là à une perte de capacité, une perte d'autonomie d'une communauté marginalisée. Comme quoi que, la manière dont je le nomme habituellement, c'est que dire l'environnement, c'est intersectionnel, ça signifie que l'autosuffisance est un droit humain, une capacité volée par le système. Donc, ça, c'est l'angle parapluie qui permet, à mon sens, de relier toutes les questions de souveraineté alimentaire, les questions de racisme environnemental aussi. Je sais qu'on en parle un peu plus ces temps-ci, comme quoi que parfois, on remarque souvent que ça va être des communautés pauvres et ou racisées qui sont plus proches d'instances polluantes, etc. Mais aujourd'hui, on se pose sur les parcs. Donc, on peut se demander comment est-ce que ça peut être pertinent, un angle d'analyse de la sorte. Puis, en fait, j'ai beaucoup aimé le message d'introduction, comme quoi que, si je ne m'abuse, c'est Robert qui a parlé un peu de la question d'héritage. Donc, quel est l'héritage des parcs ou du partage d'espaces publics en général? Puis, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi un peu là, la médiatisation pour le forum d'aujourd'hui, auquel je suis vraiment contente de participer d'ailleurs. Mais on a parlé un peu de la conception du parc Mont-Royal. Puis, on a mis en lien comme quoi que le parc Mont-Royal a été conceptualisé par la même personne qui a conceptualisé le Central Park. Là, quand j'ai vu ça, j'étais comme, je cherchais des exemples pour illustrer le point, j'étais comme, c'est parfait. C'est un exemple parfait pour ça, parce que l'histoire derrière le Central Park, pour ne pas trop rentrer non plus en détail, parce que ça fait clairement déjà 3 minutes, mais l'histoire derrière le Central Park, c'est que pour que sa conception puisse se réaliser, il a fallu éradiquer une communauté afro-américaine du village Sénéca, dans le fond, ainsi qu'il se nommait. Et donc, il y a vraiment un secteur du Central Park qui a pris naissance sur ce territoire-là, qui était un refuge pour les communautés afro-américaines, puis également, surtout à l'époque, là, où est-ce que ça pouvait vouloir dire beaucoup d'avoir de la terre, ça pouvait vouloir dire de voter, bref, ça avait beaucoup de poids. Et c'était aussi un arrêt sur le Underground Railroad, pardon. Donc, comme quoi que si vous n'êtes pas familière avec le concept, c'est simplement un des chemins où est-ce que les anciens, les afro-descendantes utilisaient pour pouvoir se libérer de l'esclavage, en bref. Et donc, c'est ça. On réalise que dans cette création-là, il y a eu une nécessité de poser comme nuance la présence de communautés noires afin de créer un espace vert. Et ce type de dynamique-là, c'est présent, ça fait partie de l'héritage, c'est quelque chose qu'on remarque encore aujourd'hui à travers différents mécanismes.
qui a un nom que je voulais vous présenter brièvement. Et c'est c'est comme un concept duo là, qui se sépare rarement, mais c'est la racialisation des espaces et la spatialisation de la race. Donc, pour vous définir ça vraiment rapidement, on peut comprendre la racialisation des espaces et la spatialisation de la race comme étant les mécanismes isolant les communautés racisées dans des espaces spécifiques et comment la construction des espaces participe à renforcer les dynamiques de race. Donc, comme quoi que tout est dans tout, non, mais plus sérieusement, comme quoi que on peut retrouver le racisme dans non seulement comment les espaces vont être partagés, mais aussi comment même ils sont conçus. Et c'est de là que, justement, comme je disais, ça, là, on a parlé de l'héritage, donc on a parlé ou plutôt on a parlé de la racine de ça. Et comme je dis, c'est aussi une question de comment les espaces sont partagés. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on peut retrouver que toutes les questions, par exemple, de profilage racial peuvent être souvent maintenues par comment que les espaces vont être partagés, parce qu'il y a aussi des stéréotypes qui sont vivants, si je parle précisément pour les communautés noires. On va souvent dire que les personnes noires parlent trop fort, puis que c'est dérangeant. Puis, encore une fois, on pose la présence des communautés noires comme une nuisance pour profiter de l'espace, comme quoi qu'il faudrait que cette communauté-là soit invisibilisée. Et donc, on peut parler un peu du village Sénéca à Oka Amy Cooper. Donc, rapidement, Amy Cooper, c'est la personne qui a appelé pour de la police sur une personne noire l'été dernier à Central Park. Et encore une fois, je sais que souvent, on a tendance à vouloir se séparer des cas qu'on peut retrouver dans le genre aux États-Unis, par exemple, mais Amy Cooper était canadienne. Donc, encore une fois, on remarque à quel point il y a toujours des liens dans ces héritages. Et aujourd'hui, il y a récemment aussi le cas de Fatima Keita en avril, si je ne m'abuse, qui reproduisait, encore une fois, le même mécanisme. Puis quand je parle de mécanisme, soit quand je parle du concept de la racialisation des espaces, pardon, je voulais juste poser rapidement, puis on pourra retourner dessus comme à la discussion, que le principal mécanisme dans comment ça opère, ça va être à travers l'isolement. On remarque souvent que même aussi, si je rebondis sur la présentation de Anne avant moi, c'est un des résultats, voire un des mécanismes qui, implicitement ou explicitement, permet l'inaccessibilité des parcs. Et l'isolement, ça se fait aussi, juste pour peut-être ajouter à ce que Anne avait présenté, ça se fait aussi par qui a la capacité en fait, non. Ça a été dit quand on parlait des horaires, de l'accessibilité des parcs. Puis justement, ça me fait penser, moi, c'est mon devoir en tant que femme noire haïtienne, c'est mon devoir de parler de comment que les travailleuses de la santé en ce moment, en pleine pandémie, où est-ce qu'on parle beaucoup de l'importance des parcs pour avoir accès à ce bonheur-là, c'est ça, il y a une surreprésentation, 36% plus précisément, des personnes immigrantes au front de la pandémie. Et pour les femmes noires, le tiers des femmes noires au Canada sont des travailleuses de la santé, puis c'est une femme sur deux pour les femmes haïtiennes. Donc, il y a vraiment cette forte contribution. Et là, pour conclure, là, parce que je sais que je dépasse, parce qu'au final, la question du panel d'aujourd'hui, ce n'est pas juste de se poser sur les enjeux, mais c'est aussi de penser à comment est-ce qu'on peut qu'est-ce que ça veut dire l'équité territoriale, dans le fond, l'équité territoriale et environnementale. Puis moi, j'aime penser de plus en plus à comment les parcs devraient de plus en plus être perçus, c'est le mot que je cherchais, comme des possibilités de réparation. Donc, autant dans le partage de ces espaces-là, comme de s'assurer que le partage de ceux-ci soit équitable, et aussi dans la conception de ceux-là. Parce que justement, comme dans la brève historique que je vous ai posée, on peut remarquer la reproduction de plusieurs mécanismes problématiques. Alors, comment est-ce qu'on peut voir
on peut s'assurer que les parcs, au contraire, non seulement ne renforcent pas ces dynamiques, mais au contraire participent à la solution parce que j'y adhère aussi, tu sais, que les parcs, ça porte le bonheur, vraiment, pour le nommer ainsi. Alors, c'est de s'assurer que ça le fait équitablement. Voilà, c'était ce que je voulais présenter. Merci beaucoup, Lourdani. Bon, écoutez, là, on est un peu en retard. Je vais passer la parole dans une seconde à Michel. Simplement vous dire que parce que, comme panéliste, vous avez été un petit peu indiscipliné, on va devoir couper votre temps d'échange ensuite parce que je ne veux absolument pas couper dans les questions de l'auditoire. Donc, on va être obligé d'être très discipliné pour la suite. Michel, je te laisse la parole. Tu vas nous parler du parc Jarry. Oui, ben, merci beaucoup. Je commence en félicitant là, pour cette excellente initiative là, du réseau des Amis des Parcs de Montréal. Là, je pense que ça va vraiment enrichir notre vision des parcs et ça devrait consolider là, la vision qu'on a des grands bienfaits des parcs urbains. Alors, moi aussi, j'ai préparé une petite présentation. Alors, voici ici. Si je fais ça comme ça. OK. Ben donc, le parc Jarry, on peut prendre ça un peu comme un exemple de cas. C'est un parc urbain qui est situé à peu près au centre de l'île de Montréal. C'est un parc de 35 hectares. Là, donc, pour vous situer, c'est à peu près la taille du parc La Fontaine. C'est un peu plus que 5 fois plus petit que le parc du Mont-Royal. Bon, comme Anne l'a mentionné, là, en fait, il faut reconnaître d'entrée de jeu, puisqu'on parle d'iniquité, il y a une iniquité au niveau de la distribution des parcs. Si on prend que les parcs de quartier, donc ça exclut le parc Jarry, qui est un grand parc, on voit que le parc se situe dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel par extension, et on voit que dans la liste là, des arrondissements, ben, on arrive malheureusement bon deuxième, là, tout de suite après le plateau Mont-Royal. Et en fait, au niveau des parcs de quartier, l'arrondissement, à peu près le tiers de la moyenne des arrondissements de Montréal. Donc, on a un déficit de parcs. Et comme Anne l'a dit, bon, ce n'est pas juste la quantité d'espace vert, mais il y a des conditions que j'appelle aggravantes, là. Au niveau de l'habitation, bon, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de locataires et c'est particulièrement vrai pour le quartier de Parc Extension. Le 3/4 des gens sont locataires, donc pas d'accès à de cour, souvent pas d'accès à un balcon. C'est des familles à des revenus très limités. En fait, Parc Extension, c'est un des quartiers les plus pauvres de Montréal. Donc là, évidemment, on ne parle pas de s'évader dans un chalet ou d'aller prendre des vacances là, en forêt. Et donc, l'importance de l'accès à un espace vert est beaucoup plus critique dans un quartier qui souffre d'une iniquité environnementale importante. Et bon, pour décrire cette situation-là en 1000 mots, là, en une seule image, bien voici, tu sais, quand on a la vue aérienne du parc Jarry, ben, on voit que le parc Jarry, c'est le cœur, les poumons d'un quartier qui est densément peuplé et qui souffre d'une iniquité environnementale importante. Donc, le parc est important pour les habitants des environs. Alors là, la question, c'est est-ce que le parc, bon, il n'y a pas beaucoup de parcs, mais si on a un parc de très grande qualité, un parc très inclusif, bon, ça vient d'une certaine façon en partie compenser. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le parc Jarry est équitable? Bien, à mon avis, bon, le parc Jarry est fréquenté maintenant l'été, là, à chaque jour, il y a des milliers de 5, 6, il y a des milliers de personnes qui y viennent. Et quand on se promène dans le parc, ben, on s'aperçoit que le parc est fréquenté par toutes les communautés là, qui enrichissent les environs du parc. Les gens s'y côtoient, les différentes communautés s'y côtoient, vivent ensemble d'une certaine façon. Ils viennent au parc pour avoir un contact avec la nature, pour bouger, pour socialiser. Je peux donner juste 2 exemples parce que, bon, je pense qu'il faut quand même souligner
des espèces de bons coups là, qui favorisent l'équité dans les parcs. Je vais peut-être juste donner 2 exemples. Le premier, c'est un exemple de fonctionnement, mais la piscine. La piscine, elle est gratuite dans notre temps. C'est une décision qu'on salue de l'environnement. Donc, ça permet à tous les habitants, indépendamment de leurs revenus, de profiter d'une piscine, et c'est particulièrement important là, avec les périodes de canicule qu'on vit de plus en plus fréquemment. Le deuxième exemple, le terrain en gazon synthétique, c'est vraiment le plateau sportif le plus utilisé du parc. C'est utilisé par les élèves là, de l'école secondaire à proximité, mais il y a des gens qui s'y ramassent pratiquement tous les jours pour jouer. Et en fait, Wissem Soumi de l'UQTR a fait son mémoire de maîtrise sur ce parc, sur ce terrain de soccer-là, qui s'appelle, le terrain de soccer s'appelle l'attachement affectif au parc Jarry à travers la pratique auto-organisée du soccer chez les adeptes immigrants. Un document super intéressant qui nous apprend que les gens qui fréquentent ce terrain-là pour jouer au soccer, ils viennent parce que c'est convivial, ils viennent pour s'amuser. 80% de ces gens-là sont des gens qui sont nés à l'extérieur du Québec. En majorité, ils viennent de l'Amérique latine, ils viennent de l'Afrique et ils jouent ensemble pour le plaisir. Je peux me permettre, dans le mémoire, il y a des entretiens, je peux me permettre peut-être une petite citation où il y a Manolo qui dit « La chose que j'aime le plus au parc, c'est l'ouverture d'esprit des gens là-bas. Ceux qui jouent au foot au parc Jarry acceptent tous les mauvais joueurs et les bons joueurs. » Oui, je crois que c'est un point très fort du parc Jarry. Et je pense que le parc, comme outil d'accueil, comme outil d'intégration des nouveaux arrivants, est particulièrement intéressant et important. Bon, il y a des bons coups, je dirais, pour favoriser l'équité, mais évidemment, il y a aussi certains défis, certains points qu'il faudrait améliorer. J'en ai mis quelques-uns en images. Là, par exemple, la multiplication des conflits. Bon, le conflit que j'illustre ici, c'est le sentier. Imaginez, vous êtes une personne âgée qui a une démarche pas très assurée. Évidemment, allez vous promener dans cette mêlée de cyclistes, joggeurs qui coexistent sur le sentier. Ce n'est pas quelque chose d'invitant. Et bon, l'interprétation, là, c'est vraiment qu'effectivement, vous n'êtes pas invité à venir vous promener au parc. Et donc, cette personne-là, évidemment, elle ne se sent pas invitée et donc elle ne profite pas autant des bénéfices qu'offre l'espace vert. Et je pense que dans l'équité, il faut voir l'équité de tout le monde, là, incluant l'équité au niveau des gens de tous les âges. Dans le parc, c'est un parc qui est très fréquenté. Il y a une concurrence entre les activités auto-organisées et les activités organisées. Bon, le terrain de soccer est un bon exemple puisqu'il y a des tensions entre ceux qui pratiquent le sport de manière auto-organisée et la ligue organisée. Il y a des plateaux sportifs qui sont dédiés essentiellement au sport organisé. Donc, les plateaux sont là, mais cadenassés, inaccessibles au commun des mortels, réservés pour le sport organisé. Au parc Jarry, on a aussi cette concurrence avec le sport professionnel, hein, puisque c'est là que se tient le tournoi international de tennis. Les installations de Tennis Canada occupent quand même le 5e du parc. Et dans un secteur où on manque d'espace vert, bien, il faut conclure qu'il y a des installations qui sont utilisées 10 jours par année. Donc, c'est vraiment pas une optimisation très bonne. Il y a l'entretien, il y a le look du parc. Hein. Je dis, si les gens veulent aller au parc, si on veut profiter du parc, il faut que le parc soit attrayant. Au parc, le volet de la nature qu'on espère se bonifier est déficient. La canopée est peu importante. On laisse le phragmite envahir l'étang depuis plusieurs années. Il y a des problèmes de salubrité dont on a fait état dans les médias là, abondamment durant les derniers jours. Et donc, bon, les problèmes de salubrité, on pourrait dire que ça augmente l'équité des parcs, là, puisque tout le monde trouve ça dégueulasse quand le parc est mal propre. Mais en fait,
dans certains quartiers, quand les parcs ne sont pas propres, on peut se dire, bon, OK, moi, je vais manger dans ma cour ou moi, je vais aller passer la fin de semaine au chalet. Mais pour beaucoup, beaucoup de gens, au parc Jarry, ben, quand le parc est dans un très mauvais état, ben, c'est voir ben, là, où est-ce qu'on pourrait aller ailleurs. Et donc, à ce niveau-là, il y a un problème d'équité qui vient, qui est exacerbé là, par ces différents volets. Donc, c'est un peu les exemples que je voulais soulever là, pour illustrer le propos. Merci beaucoup, Michel. Bon, écoutez, alors, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fasse des courts échanges entre vous. On a à peu près une vingtaine de minutes avant de ensuite passer, on va ouvrir les questions, aller vers les questions du public. Il y en a déjà quelques-unes très intéressantes, puis je vous invite à en ajouter là, en utilisant la fonction Q&A. Comme on l'a mentionné rapidement tout à l'heure, ben, les grands parcs ont été créés au 19e siècle dans une optique de santé publique, de donner accès à la population pauvre, à la nature. On sait dans quel état étaient les grandes métropoles à la fin du 19e siècle. Il y avait beaucoup d'insalubrité. Et donc, c'était cette grande idée-là d'offrir des espaces verts pour contribuer à la santé publique. Et c'est ironique, puis en même temps pas surprenant que plus d'un siècle plus tard, on se retrouve en pleine pandémie à réaliser à quel point nos parcs sont importants. Puis Dieu sait qu'on l'a réalisé cette année à Montréal. J'étais dans un parc récemment, puis le bruit de fond, c'était comme quand tu es dans un 5 à 7 dans un bar. Tu sais. Moi, la question que j'aurais pour vous, c'est comment, puis je vais vous demander des réponses courtes, tu sais, parce qu'après 1 minute, je vais vous couper la parole, ou mettons 1 minute 20, on va dire. Là. Mais comment est-ce qu'on actualise ou qu'on fait vivre cette grande idée-là aujourd'hui? On parle d'inéquité territoriale, on parle aussi de questions de racisme ou d'inégalité entre les communautés. Donc, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire vivre l'idée que des grands parcs, ce sont des infrastructures importantes pour la santé publique et que tout le monde devrait y avoir accès? Vous répondez en 18 mots et moins. Non. Mais qui veut se lancer? Oui, je peux y aller. Je dirais que la diversité des aménagements et de l'intervention, c'est absolument clé. Hein. Donc, un des aménagements là, qui a fait école, c'est la ceinture verte de Londres, hein, qu'on a vu apparaître un peu partout, Sao Paulo, Séoul, Ottawa, de ceinturer la ville avec un beigne. Mais je pense que, tu sais, en termes de monoculture de parc, c'est le meilleur exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit réaliser qu'il y a des arbitrages dans l'utilisation du territoire. Et si on veut faire de l'agriculture urbaine puis continuer à répondre aux besoins démographiques, il va toujours avoir des formes de pression. Et là où on pourra gagner, c'est dans cette idée de trame verte et de réseau. Donc, pour moi, des parcs, l'accessibilité, c'est oui, des grands parcs. Le Mont-Royal, c'est un joyau, mais on doit aussi penser à des pistes cyclables où on n'est pas juste en abord des routes, mais qui peut avoir un couvert arboré, puis il peut avoir des infrastructures naturelles qui sont jointes à ça. Puis ça nous donne l'idée de circuler dans l'espace qui est un espace vert. Fait que moi, je rêve de Montréal qui est un grand parc où il y a, oui, des espaces où on fait de multiples usages, mais on circule dans cette trame, dans ce réseau vert. Et je pense que c'est ça. Il faut penser à la diversité des interventions. Merci. Je sens qu'il y en a que... Lourdeni, je sens que tu es comme ça te brûle, tu es sur le point d'intervenir, non? Non, je faisais surtout réagir, mais bon, à défaut de faire prendre plus de temps, mais je me demandais si tu peux répéter la question juste pour pouvoir bien reformuler dans ma tête. En fait, dans le fond, c'est l'idée comme quoi on a créé les grands parcs dans l'idée de donner accès à la nature à des populations pauvres qui vivaient dans des environnements qui étaient insalubres. Mm. Puis c'est encore pertinent aujourd'hui, c'est-à-dire que, tu sais, pour lutter contre pour lutter contre plein d'enjeux, incluant la pandémie, mais aussi les questions de sédentarité, les questions d'isolement. Je disais, les grands parcs sont des lieux de rencontre, sont des lieux aussi où on peut
aller s'apaiser. Donc, cette fonction-là demeure, mais comment on fait pour l'actualiser aujourd'hui? C'est quoi les meilleures façons pour l'actualiser? Puis j'incluais là-dedans la notion aussi de rendre accessible à des populations issues de la diversité. Bon, ben, tant qu'à avoir le micro ouvert, ben, je vais vraiment juste poursuivre là, dans la lancée de Jérôme. J'aime bien l'idée d'espérer que Montréal soit un parc en soi. Puis, si je pige aussi un peu dans ce qui a été dit, là, par exemple, avec Michel, j'ai bien aimé le fait de voir les parcs comme des espaces d'accueil pour les nouveaux arrivants, arrivantes. Puis aussi, plus tôt, on a parlé dans le, comment ça s'appelle, dans la reconnaissance territoriale, on a parlé de comment les parcs font partie de la décolonisation. Puis c'est ça, je pense que je parle beaucoup de comment réimaginer en général. Ça veut aussi dire sortir ben c'est ça, de ces schémas-là qui ont blessé par le passé. Fait que je pense que on gagnerait tous toutes à le faire, si je peux conclure là-dessus. Peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose de brûlant à dire ou je peux relancer? Oui, vas-y, Michel. Oui, bien peut-être. Moi, je vois deux voies. La première, c'est, je pense qu'il faut écouter les citoyens. Il faut que les citoyens s'expriment, disent qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et d'un parc à l'autre, ce ne sera pas pareil. Donc, chaque parc doit être fait pour répondre aux besoins, aux désirs des citoyens. Un parc va être bien designé si ceux qui le font maîtrisent les désirs et les besoins des citoyens. Et la deuxième chose, c'est je pense qu'il faut exploiter, peut-être le réseau est l'amorce de ça, mais il faut exploiter un peu la complémentarité des parcs. Il faut qu'il y ait une espèce de synergie. Nous, on dit, oui, le parc Jarry, il ne peut pas répondre à tous les besoins. L'ancien directeur des grands parcs, il disait, si on veut répondre à tous les besoins de la population au parc Jarry, il va falloir construire un deuxième étage. Donc, je veux dire, on comprend que ça ne peut pas être juste le parc Jarry. Il faut qu'il y ait une synergie, il faut qu'il y ait une complémentarité qui s'installe entre les parcs. Anne, tantôt, disait, est-ce que, même durant la pandémie, c'est vrai qu'on voit beaucoup de photos du parc La Fontaine, du parc Jarry qui sont bondés de gens. Est-ce que c'est vrai pour tous les parcs? Moi, je pense qu'il y a des parcs qui étaient relativement tranquilles. Mais si c'est un parc qui a juste des terrains sportifs, peut-être que ce n'est pas très invitant pour aller faire des pique-niques. Si je peux me permettre de compléter les propos de Michel, les citoyens devraient être impliqués en amont de la conception des parcs ou de la révision des parcs et non de le faire par consultation publique une fois que le design est fait. En dehors des grands parcs, on est tombé un peu dans une monoculture de parcs, si on veut, où on voit beaucoup se répéter les mêmes modules de jeux pour enfants, le même petit espace supposément intergénérationnel, conçu pour un type d'aîné. D'impliquer le citoyen en amont de la conception permet de mieux comprendre le besoin et puis d'imaginer le parc en fonction de la population avoisinante, plutôt que de leur dire, ben voici, on a prévu ça pour vous, est-ce que ça vous convient? Parce que quand on arrive avec ça, on va arriver avec beaucoup plus de « Ah, wow, oui, c'est beau, c'est le fun ». Mais après ça, les gens ne sont pas tentés de penser à leur usage quotidien. Alors que si on leur pose la question, bien, qu'est-ce que tu fais dans un parc? La réponse va probablement être fort différente que si on leur présente déjà un plan tout fait. Merci beaucoup. On a touché un peu aux enjeux des inéquités. Il y a aussi il y a des inéquités entre les populations pauvres, les populations plus aisées, entre les populations issues de la diversité, entre les populations blanches, pour trouver d'autres, pas capable de trouver d'autres expressions pour le nommer. On a aussi des inéquités entre l'Est et l'Ouest à Montréal, puis qui sont historiquement ancrées dans les inéquités linguistiques entre les anglophones et les francophones. Donc, on a un héritage inéquitable. Et dans le fond, ce que je vais vous poser, c'est un peu comme essayer de rentrer dans la même question avec un autre angle. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour venir corriger cet héritage-là inéquitable?
quand on a parlé de venir corriger des erreurs du passé, le colonialisme. Donc, dans le fond, c'est un peu comme si ces cicatrices-là sont encore présentes sur notre territoire, puis se perpétuent à travers le temps. Je me demandais, je sais que ça a l'air philosophique comme question, mais comment, soit à travers des meilleurs aménagements, à travers, ça peut être refaire les investissements différemment, chacun dans votre angle, puis je vous donnerai chacun une minute et demie pour répondre. Comme si je vous demandais, là, ce serait quoi la priorité, le geste prioritaire pour venir corriger ces inéquités-là qu'on a héritées de l'histoire, mais qu'on continue parfois aussi de perpétuer. C'est moi, j'ai le goût de commencer par toi, Anne, parce que je trouve que tu rentrais déjà là-dedans en disant, ben, il faudrait peut-être demander aux gens ce dont ils ont besoin, mais si c'est une échelle plus vaste, l'échelle territoriale, ça ressemblerait à quoi, du point de vue santé publique, de faire des parcs qui véritablement corrigent certaines inéquités? Wow, c'est une réponse avec plusieurs paliers. On va essayer de faire ça en 1 minute. Tu parlais de l'inéquité Est-Ouest. C'est sûr que là, l'arrivée de la relance verte va probablement aider à rééquilibrer. Je ne suis pas certaine qu'on ira jusque-là, mais à balancer l'accès du moins du côté Est. Ceci dit, cet accès-là à l'Est, ça fait quand même plusieurs années que les citoyens en parlent. Fait que c'est de tenir compte, en fait, entre autres, de la pluralité des réalités. On parlait tout à l'heure, tu disais, ça a été fait à la base, les grands parcs, pour donner accès aux citoyens qui avaient besoin d'un accès à la nature. À l'époque, on avait conçu le Mont-Royal pour les populations qui habitaient en bas pour leur donner accès. Maintenant, les populations industrielles ou qui travaillent dans les usines se sont déplacées dans l'Est, mais on n'a vraiment pas maintenu cette perspective-là. Tout est maintenant bâti. Par contre, il y a un potentiel énorme de secteur industriel, une opportunité manquée avec le golfe d'Anjou, probablement, qui, oui, a un sol contaminé, mais on doit voir dans ces espaces-là des lieux possibles. Il y a aussi le fait que depuis quand même fort longtemps, les villes sont construites, en fait, les finances des villes sont construites sur les taxes foncières. Et tant aussi longtemps que l'habitation ou, dans le fond, le bâtiment va rapporter à la ville, mais que l'espace vert va représenter seulement une dépense, on va avoir du mal à avoir une équité parce que la ville a besoin de ses revenus, puis c'est normal qu'elle ait besoin de ses revenus. Mm-hmm. Donc, il faut revoir un peu la fiscalité aussi à la base de tout ça pour pouvoir repenser, dans le fond, à comment on peut aménager sans penser à où on a besoin de faire des revenus. Merci beaucoup, Anne. On a une piste de solution ici qui est de trouver une façon de changer les règles comptables qui vont permettre de mieux financer les infrastructures vertes ou naturelles comme étant de véritables infrastructures. Tu veux reprendre la balle au bon, Jérôme, là-dessus? J'imagine que tu serais peut-être allé dans le même sens ou tu as quelque chose d'autre à apporter de... Oui, mais en fait, c'est quelque chose que je réalise sur plein de sujets d'actualité, de consultation avec la ville, c'est que des fois, il y a une trousse à outils de consultation. Elle est bien adaptée pour certaines communautés, certains individus, mais peut-être pas pour d'autres. Fait que je pense que des fois, ce n'est pas ni un manque de volonté politique, un manque d'argent, mais c'est un manque de connexion avec certains quartiers, certaines communautés. Des fois, c'est des barrières de langue, des fois, c'est culturel, c'est des habitudes, mais je pense aussi qu'il y a une partie des voix qui ne sont pas entendues. On parlait de l'équité, de représenter les usages, les besoins qu'on a, mais peut-être qu'il y a des efforts à faire pour aller mieux entendre.
C'est super intéressant. Là, Anne a fait une passe à Jérôme. Jérôme fait une passe à Lourdeni parce que je trouve que ce que tu abordes là, c'est vraiment, on se rend compte finalement qu'on n'est pas nécessairement à l'écoute des communautés qui auraient le plus besoin de ces parcs-là. Lourdeni, comment tu réagis à ça? Oui, ben, rapidement, j'ai limite envie de comme lier ce que Anne et Jérôme ont amené parce que ce qui fait en sorte que c'est plus difficile d'être connecté, c'est parce qu'il y a des besoins qui sont créés, par exemple au niveau économique et tout. Et il y a des craintes aussi. Ça me fait penser, je parlais récemment dans un panel du concept d'éco-embourgeoisement. Donc, des fois, juste l'arrivée d'un parc, la population va être comme they're coming. Tu sais. Donc, mais plus sérieusement, il y a comme la crainte que ça va équivaloir que les loyers vont augmenter et tout ça. Alors, c'est un mélange des deux de comment être à l'écoute à certaines communautés. Puis, être à l'écoute de ça, ça va ensemble. Tu sais, donc, ça va avec d'autres enjeux économiques notamment pour ne plus avoir peur des parcs, si je peux le dire comme ça, là, entre guillemets, bien sûr. Ben, merci, Lourdeni. Puis, je te laisse le mot de la fin. Mon Dieu, Michel, je te laisse le mot de la fin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce serait quoi la priorité pour rétablir ou cesser de prolonger les iniquités qu'on a héritées et qui sont encore sur notre territoire partout? Oui, ben en fait, j'abonde dans le même sens que tout le monde, là, effectivement. Mais bon, moi, je trouve ça toujours, moi, je suis juste un citoyen, je trouve ça toujours fascinant de voir les connaissances qu'on a, bon, au niveau de la santé publique, au niveau des universitaires. Je veux dire, on a quand même beaucoup de données. On connaît les endroits qui sont plus défavorisés. Alors, peut-être au niveau politique, ce qu'il faudrait, c'est d'écouter la science et c'est de peut-être de focaliser ou de faire de favoriser les investissements dans les quartiers qui sont les plus dépourvus de façon, je ne sais pas si ça se fait comme ça, là, mais moi, je suis toujours impressionné de voir toute l'information qu'on a au niveau par exemple, de l'iniquité. Et bien, si on connaît les endroits qui souffrent le plus de ça, bien, c'est peut-être les endroits où on devrait investir le plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais passer aux questions maintenant qui ont été mises dans Je vous rappelle qu'on a une fonction Q&A qui vous permet de mettre des questions et aussi de voter, de mettre un petit like sur les questions qui vous plaisent le plus. Il y en a une que je trouve vraiment excessivement intéressante et qui a été justement likée plusieurs fois. Une question d'Alexandre Baudouin qui demande jusqu'où peut-on pousser l'audace pour la création de nouveaux parcs de proximité à travers la déminéralisation, la conversion de stationnement, la fermeture de rues, etc. Y a-t-il des exemples d'ici ou d'ailleurs qui vous viennent en tête? Et comment considérer l'acceptabilité sociale dans tout ça? C'est une vaste question. Évidemment, on aimerait verdir un peu tout, mais c'est pas facile de faire. J'ai le goût peut-être de te lancer cette question-là, Jérôme, parce que tu as travaillé sur les infrastructures naturelles. Qu'est-ce qu'on fait là? On passe la pépine, puis on ferme des rues, puis on verdit, ou comment on fait ça? Est-ce qu'on a l'audace d'abord à Montréal de faire des choses comme ça? Oui, puis ça me fait penser au projet porté par Creux Montréal, le projet ILO. C'est quoi? C'était les bûcherons de l'asphalte, je pense. L'idée c'est ça, on a bitumé. Il y a eu une époque où on a artificialisé nos surfaces, puis il faut revenir un peu en arrière. Évidemment, le bas blesse quand on regarde les coûts de ces interventions-là. Alors, moi, je dirais qu'il y a un mélange d'acceptabilité sociale qui, je crois, est là, parce que quand on regarde une cartographie des lots de chaleur, puis là, on pourrait sortir plein d'indicateurs, mais tu sais, des décès liés aux vagues de chaleur, il y en a eu, puis il en viendra de plus en plus avec les changements climatiques, et ça nous demande une action. Et là où je verrais peut-être une façon de ne pas juste regarder
des coûts et l'impossibilité de faire ça à grande échelle, c'est peut-être de saisir des opportunités. Donc, lorsqu'on fait de la réfection majeure de rues, des travaux de systèmes d'aqueduc, etc., ben, je pense que l'idée, c'est d'essayer au sein de la ville et même de décloisonner des services, mais aussi de peut-être décloisonner avec des associations citoyennes et des structures de gouvernance plus locales aussi pour voir, bien, on doit faire des travaux sur un objet précis, on doit réparer une canalisation. Est-ce qu'on s'en sert pour élargir les fosses des arbres? Est-ce qu'on s'en sert pour ramener un carré de verdure à un tel endroit? Puis, dans ce que je disais tout à l'heure, cette idée de perméabilité de la verdure dans l'espace, de connectivité, bien, on n'a pas besoin de dire on déminéralise pour faire un nouveau grand parc. Ça, c'est des projets qui s'organisent à l'échelle d'une décennie. Mais au quotidien, dans l'esprit de travaux publics, je pense qu'il y a des réflexes à adopter. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y en a eu un cas comme ça, je pense que c'est le parc Baldwin dans l'est du plateau Mont-Royal où il y avait une rue qui le traversait. Puis évidemment, nul autre que Luc Ferrandez puis sa gang sont arrivés puis ils ont dit il n'y a plus de rue qui traverse dans le parc. Puis ils ont fermé la rue puis ils l'ont ajouté au parc. Et au lieu d'avoir 2 parcs morcelés, on se retrouve avec un seul parc qui a une plus grande superficie, qui est beaucoup plus sécuritaire aussi. J'ai une autre question, puis je vais pas dans l'ordre, je ne vous demande pas chacune de répondre à toutes les questions, à moins que vous tapiez du pied pour me dire je vais absolument dire quelque chose là-dessus. Mais j'en ai une autre que je trouve vraiment intéressante. Puis je ne vais pas dans l'ordre là, parce que j'essaie de distribuer les questions aux panélistes. Melissa Green qui dit une fois qu'on a imaginé des parcs et des programmations inclusives pour les nouveaux arrivants, les aînés, les enfants, comment rejoindre ces publics cibles qui ne fréquentent peut-être déjà pas ces parcs et des activités maintenant accueillant. Excusez-moi, j'ai de la misère à lire le. Donc, dans le fond, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre ces publics cibles qui ne fréquentent peut-être pas les parcs et qui ne viennent pas nécessairement aux activités qu'on a prévues pour eux ou pour elles? Puis là, je ne sais pas, Michel, Anne, Lourdeni, j'imagine que chacune, vous auriez peut-être un morceau à prendre de ça. Comment on attire les gens pour des activités si on veut être plus inclusif? En fait, au Parc Jarry, j'avoue que la proximité étant, je pense que le parc est inclusif et invitant pour tout le monde. Mais puis les activités, je pense que les activités les gens ils vont surtout pour avoir un contact avec la nature. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des efforts particuliers qui sont faits. Là, je pense que c'est juste le parc est invitant, accessible, ouvert, et donc les gens le fréquentent. Peut-être, bon, si on parle, je pense qu'il faudrait peut-être encore une fois demander aux gens, là, aux citoyens des autres communautés, qu'est-ce qui ferait en sorte qu'ils inciteraient à plus utiliser d'autres parcs. Mm-hmm. Il y avait une question en lien à ça avant de passer la parole à Anne ou Lourdeni ou les deux. Quelqu'un demandait comment on fait pour rendre les parcs plus accessibles aux aînés aussi. Ça fait partie d'une clientèle qui en aurait probablement besoin, puis peut-être qui n'a pas autant l'accès qu'elle voudrait. Là. Alors, j'ajoute cet enjeu-là au panier. Qui veut y aller? Je peux me lancer. Lourdeni, après, tu pourras, si tu veux, compléter. Mais on pense toujours à la proximité dans l'accès au parc, mais des fois, il y a des freins qui sont autres, qui sont soit culturels ou qui sont sociales. Des fois, c'est la crainte d'y aller seul ou d'y aller pour une première fois. Il y a toutes sortes de raisons qui font que même si le parc est ouvert et accessible d'un point de vue spatial, géographique, il y a d'autres obstacles. Bon, il faut s'assurer qu'au niveau de la sécurité routière, j'en ai parlé un petit peu, là, que c'est accessible. Mais sinon, on peut imaginer des journées spécifiques pour certaines populations, faire des liens avec les organismes du milieu qui tendent la main à des populations qui sont peut-être plus vulnérables et moins à même de se présenter d'eux-mêmes dans un parc qui ne connaissent pas. La découverte d'un nouveau lieu, quand tu ne connais pas l'environnement, ça peut être vraiment effrayant, entre guillemets, mais il y a des organismes là,
de loisirs interculturels, des organismes pour les aînés. Ces organismes-là tendent la main à des nouveaux arrivants ou à des gens avec plus de problèmes de mobilité. Ce serait de vraiment, pour les parcs, de pouvoir tendre la main à ces organismes-là puis organiser des moments de rencontre puis de voir aussi avec ces organismes-là si ces parcs-là conviennent aux populations. Merci. Lourdoni? Oui, bon, ben c'est ça, je ne referai pas la roue, c'est ça l'expression? En tout cas, je ne vais pas aller à l'encontre de ce qui a été dit, mais ça rejoint un peu même la question précédente aussi, là. Je pense que chaque fois qu'on se questionne sur les craintes de participation, l'acceptabilité sociale, bref, la réponse ou la non-réponse du public, je pense que c'est aussi en partie à, tu sais, c'est quoi les différents besoins de la population, dans le sens où un parc, ça peut être tellement plus que ce que c'est en ce moment. Tu sais, ça peut aussi répondre à plein d'autres besoins, justement économiques. J'ai parlé un petit peu de souveraineté alimentaire tout à l'heure. Puis comment que, tu sais, je pense un peu à une initiative. Là, j'ai découvert récemment un collectif qui fait du tannage de peau de rignon dans des contextes urbains pour se reconnecter avec leur culture. Là, je parle des communautés, c'était un collectif autochtone. Fait que, tu sais, il y a toutes ces possibilités-là qui peuvent tellement être mises de l'avant avec les parcs. Puis, c'est des besoins qui sont dits souvent, tu sais. Donc, je pense que ça me permet un peu de revenir à la question de Melissa Green. Quand on dit c'est qui le on qui a imaginé les parcs, tu sais, est-ce que ça prenait tous ces points-là en question, en fond. Merci beaucoup. J'ai une question ici. Là, j'essaie de regarder. Il y en a qui sont plus des commentaires que des questions. Bon, il y en a une ici que je trouve qui est assez intéressante aussi. On parle souvent de distribution physique des espaces verts urbains, mais la question de la qualité est rarement abordée. Connaissez-vous des organismes qui ont effectué des recherches sur le sujet de la distribution des espaces verts en fonction du critère de qualité? Puis là, sachant que la qualité est un concept polysémique pouvant être défini de manière très variée. Donc, dans le fond, ce n'est pas juste les superficies, ce n'est pas juste la proximité, mais c'est aussi la qualité des espaces. Moi, j'aimerais ça, dans le fond, prendre cette question-là puis vous la renvoyer en disant, c'est quoi un espace de qualité? Tu sais, puis je pense que vous pourrez amener chacun un point de vue un peu différent là-dessus. Ben tiens, je retourne à toi, Lourdoni. C'est quoi un espace de qualité? Parce que c'est quoi l'espace? Parce que tu parlais tantôt de spatialisation de l'espace, spatialisation de la racialisation de l'espace ou spatialisation de la race. Et tu sais, je me dis, bon, ça ressemble à quoi un espace de qualité qui est inclusif? Wow, c'est tellement une grosse question que c'est sûr que je ne pourrais pas répondre parfaitement moi-même. Même au-delà de la limite de temps, c'est aussi mes compétences. Là, parce que c'est une question de thèse. Mais rapidement, les pistes de réponse qui me viennent en tête, bon, c'est sûr qu'il y a toute la question de la qualité de l'air, tu sais, comme tous les points dont on a nommé plus tôt, que ça ça joue positivement sur la santé des populations qui avoisinent ces espaces-là. Ensuite, je pense qu'il y a une question, tu sais, si je reviens un peu plus à ma présentation, je pense qu'il y a une question aussi de comment on reconnaît la conception de divers espaces, c'est que justement, les concepts de racialisation moi, tu vois, moi aussi, je me mélange avec racialisation des espaces, spatialisation de la race. Je pense que reconnaître d'où ça vient, c'est un premier pas pour justement essayer dans comment on va réimaginer cet espace-là. On va essayer de se départir de ça. On va essayer de... Parce que comme je disais, l'idée
le fait l'idée de comme un peu débarrasser des quartiers pour plus d'espaces verts, ça se fait que ce soit à travers l'embourgeoisement ou comme ça s'est fait par le passé, ça existe encore, tu sais. Donc c'est ça, c'est d'essayer de reconnaître ça dans la façon de réimaginer ces espaces-là. J'espère que j'ai comme été un peu distraite, là. J'espère que ça fait le tour rapidement, là. Pardon, j'étais sur mute. Anne, de ton côté, c'est quoi un espace de qualité? C'est quoi? Je ne te demande pas la définition parfaite, là, mais disons les éléments dont on a besoin. Un espace de qualité, c'est un espace qui, d'abord et avant tout, selon moi, répond aux besoins de la population qui en fait usage. Puis, bon, les infrastructures et tout ce qu'il y a à l'intérieur du parc, là, que ce soit la biodiversité et ou les installations, les sentiers, les bancs, tout ça, le mobilier, que ça soit dans un état qui est intéressant pour la population, là. Donc, le parc, même s'il contient tout ce que la population a besoin, peut ne pas répondre aux besoins de la population si l'état est vétuste. Après ça, s'il a été surutilisé et qu'il est dégradé d'un point de vue écologique, ça perd de sa qualité, mais ça reste d'abord et avant tout un parc qui répond aux besoins de la population qu'il dessert, pour moi. Merci beaucoup. Michel, de ton côté? Exactement la même réponse qu'Anne. C'est un parc qui répond aux besoins des citoyens qui l'utilisent. Mais je pense aussi le parc peut jouer un rôle d'un certain côté d'éducation. Hein. Il y a des gens qui fréquentent le parc, mais bon, je pense si on pense à la biodiversité dans les parcs, je pense que ça a un aspect aussi éducatif. Là. Nous, par exemple, on a souvent fait la promotion de faire de la plantation d'arbres variés, des espèces indigènes, de façon à ce que, par exemple, les gens qui fréquentent le parc, les nouveaux arrivants, qui voient un peu l'espèce de panorama des arbres qu'on peut retrouver au Québec. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'il peut y avoir un volet éducatif qui est important. Bon, quand on parle d'insalubrité, là, souvent on va dire qu'il faudrait que la ville entretienne les parcs, mais je pense qu'on peut faire aussi une éducation, une sensibilisation des gens qui fréquentent le parc vers des meilleures pratiques de meilleure cohabitation avec la nature. Et ça, dans ma tête à moi, là, ça fait partie des rôles des parcs. Et le parc parfait aurait un volet sensibilisation éducatif. Merci. Ça me permet d'ajouter une autre question puis de passer la balle à Jérôme parce qu'il y a une question de François Artaud. Il dit, peut y avoir une incompatibilité entre différents usages des parcs avec la protection des milieux naturels et leur biodiversité? Comment on gère cette problématique? Dans le fond, c'est quoi un milieu de qualité si on intègre les besoins de la biodiversité? Je vais juste faire un petit mot sur la dernière question, puis je vais transiter avec celle-là parce qu'il y a un point qui me vient en tête dans le milieu de qualité. C'est des parcs, dans le fond, qui représentent notre identité. Hein? Nous, le portrait de notre pays. En Australie, il y a 10 000 plages. Puis sur les plages, dans les parcs, il y a des plaques pour aller faire des barbecues et griller. On a mis des infrastructures attachées au style de vie. Je ne dis pas qu'on a besoin de plaques chez nous, mais nous, on a 4 saisons. Et souvent, en octobre, on barre les parcs, on met des rubans jaunes sur les jeux, puis c'est comme si on condamnait ces espaces pendant la moitié de l'année et même plus. Moi, pour avoir des jeunes enfants, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller dehors. Puis on dirait, mis à part des grands parcs aménagés pour quelques activités, et je pense qu'on gagnerait à se donner une identité 4 saisons dans l'aménagement de nos parcs avec des infrastructures dédiées de la bonne façon, sachant aussi que les effets des changements climatiques vont venir perturber ça aussi. Karel, on a eu la chance de croiser le fer sur des patinoires extérieures, mais peut-être que ce sont des activités qui sont appelées à changer aussi, puis on devra réfléchir nos 4 saisons avec des
des dynamiques comme ça qui sont changeantes. Donc, je fais le pont avec l'écologie parce que ces pressions-là aussi, les pressions globales que je mentionnais d'emblée, changement climatique et tout ça, on a aussi besoin d'amener de la résilience dans nos parcs. Donc, des fois, pour garder le même esthétisme, les mêmes usages, on peut avoir là aussi des fruits mûrs à cueillir en plantant des arbres qui sont divers. On a fait une étude là, dans mon laboratoire sur la performance écologique d'un gazon bien tondu versus d'autres types de végétation basse. Et Karel, tu étais là quand on a publié le rapport ensemble qui s'appelait « La fin du gazon ». Mais on a montré que sur une pelouse bien tondue versus un champ herbacé ou des endroits où on met des arbustes, en été, on a des températures ressenties de 20 degrés Celsius de moins. Donc oui, le gazon, c'est pas pire versus le bitume, mais c'est vraiment pas performant écologiquement par rapport à d'autres aménagements qui sont compatibles avec des usages humains aussi. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de nécessairement, évidemment, ce serait fantastique si on était capable des parcs qui ont des espaces biodiversité. Je pense à l'étang au parc Jarry. Michel, tu dois connaître la faune qui circule là. Puis je pense que c'est idéal si on est capable de faire ça, mais sinon, je pense qu'il y a de petites solutions de diversification qui permettraient d'augmenter une performance de biodiversité et d'efficacité écologique des lieux aussi. Merci. Puis là, il nous reste 3 minutes. Puis je pense qu'on n'a pas le temps vraiment de faire un... Je pense qu'on a touché l'ensemble de ce qu'on voulait toucher. On n'a peut-être pas le temps de faire un mot de la fin, surtout que les mots du début ont inclus le mot de la fin, on va dire ça comme ça. Moi, je voudrais vous entendre sur votre coup de cœur d'un parc méconnu à Montréal que vous aimez beaucoup. Puis moi, je peux vous partager le mien. C'est le parc Nicolas-Vielle, sur le bord de la rivière des Prairies, faut que tu y ailles faut que tu le connaisses pour y aller parce que sinon, mais je sais pas, il y a plein, on parle souvent des grands parcs, mais on oublie qu'il y a des parcs qui sont des joyaux, puis je serais curieux de vous entendre s'il y en a qui voudraient en nommer un, peut-être. C'est tellement secret que vous ne voulez pas en parler? Je ne sais pas, moi j'aime beaucoup le parc Dieppe. Qui est près des Habitats 67. Là, je trouve que c'est un parc où on a une vue super sur le fleuve, puis qui est effectivement, peut-être que je n'aurais pas dû le dire, mais comme il est un peu tranquille, c'est vraiment un coin super. Puis c'est un parc qui a besoin d'amour en ce moment. Là. Il est dégradé, fortement dégradé. Anne, Lourdeny, Jérôme? Ben, rapidement, je peux peut-être expliquer mon silence, en fait, parce que j'habite présentement en banlieue. Ben, j'ai grandi la majorité de ma vie, sauf mon enfance en banlieue, bref. Donc, la réflexion qui m'est venue, c'est comme, tu sais, c'est pas à Montréal, j'habite à Terrebonne plus précisément, mais je peux parler de cette même dynamique-là. Tu sais, j'habite proche c'est quand même connu touristiquement parlant. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'île des Moulins. Tu sais, j'habite vraiment proche de l'île des Moulins. Mais juste à côté, il y a un petit parc familial classique. Là, mais quand je dis juste à côté, parce que l'île des Moulins, ça déborde un peu, là, mais vraiment, tu sais, il faut marcher un petit 10-15. Puis là, on peut s'asseoir comme sur le bord de la rivière. Puis c'est tellement beau. Puis ma mère et moi, c'est là qu'on allait parce que c'était très débordé durant la pandémie, parce que même des gens qui n'habitaient pas à Terrebonne visitaient aussi. Fait que, je pense que cette dynamique-là, c'est vrai qu'elle est importante de juste se réapproprier les petits coins précieux. Voilà. Merci. Jérôme, Anne, Jérôme? Oui, moi, j'ai fait mes études graduées au département de géographie de l'Université de Montréal et juste en face, lorsqu'on serpente un peu dans Outremont, il y a le parc Joyce qui est pas très connu et pas très achalandé, mais on se croirait vraiment dans un film. Il y a des collines, des grands arbres. C'est ça, c'est un petit bijou en abord du Mont-Royal. Donc, je trouve que c'est un peu la porte d'entrée pour arriver sur la montagne. C'est magnifique. Super, merci beaucoup. Comment tu l'as appelé, Parc Joyce? Joyce, ça, je ne connaissais pas ça du tout. Puis Anne, maintenant, tu n'as plus de raison de ne pas répondre parce qu'on prend les parcs de n'importe où. Ben, j'ai une affection particulière pour mon parc de quartier que je vois depuis mon bureau, simplement parce que
parce qu'il sait se transformer au fil des saisons. Ce que Jérôme disait tout à l'heure, je l'ai bien senti cet hiver. Nos élus ont eu l'audace de le transformer cet hiver et d'agrandir les espaces disponibles plutôt que de les restreindre, sachant qu'il allait être très utilisé. Donc, j'en étais vraiment reconnaissante. Mais moi aussi, j'habite en banlieue. Le petit parc s'appelle Armand-Racicot. Mais sinon, ce qui me fait vibrer, c'est la portion moins connue du parc Jean-Drapeau, les sentiers. Je suis une coureuse de sentiers, puis il y a peu de gens qui fréquentent ces sentiers-là à pied. Puis de savoir que vous allez agrandir la portion nature, moi, ça me rend simplement heureuse. Là. En 3 km, j'y suis, fait que je peux aller là puis courir pendant longtemps. Donc, plus il va y avoir de sentiers au parc Jean-Drapeau, plus je vais être heureuse. C'est de la musique à mes oreilles, puis maintenant, on sait comment te trouver pour te faire signer, pour devenir membre des Amis du Parc Jean-Drapeau. Alors, ça complète le tour. On aurait pu continuer de jaser comme ça toute l'après-midi, puis surtout que je réalise quand on commence à parler de nos parcs puis de notre propre expérience dans les parcs, ça ouvre un autre. On n'en parle plus avec la tête, on en parle avec le cœur. Puis je pense que c'est un peu ça qui est... On a un attachement très, très fort avec nos parcs de proximité. Et cet attachement-là, ben, je pense que ça démontre à quel point ces parcs-là nous rendent service, nous font du bien physiquement, mais aussi nous font du bien, je pense, à l'âme aussi. Alors, moi, je retiens l'idée de faire de Montréal un grand jardin d'un bout à l'autre de la ville, est, ouest, nord, sud. Ça serait une belle idée. Puis de faire un réseau, on a parlé beaucoup des fonctions des parcs eux-mêmes, mais dans un réseau, différents parcs peuvent servir différentes fonctions. On n'est peut-être pas rentré là-dedans, mais c'est peut-être une façon aussi d'y réfléchir pour l'avenir. Alors, merci à vous. Merci, Karel, pour cette animation agile et ultra inspirante. C'était génial. On en aurait pris encore longtemps et en calculer la quantité de questions et de commentaires qui sont dans le chat, qu'on a eu de la misère à tout lire tellement il y avait de la matière. On pense qu'on avait vraiment beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Donc, juste au nom de tous les participants et des partenaires, merci pour l'animation, Karel. Merci aussi aux panélistes. Moi, j'ai noté tellement aussi de choses et je voudrais préciser que les questions sont notées et qu'elles alimenteront tout à fait le développement du réseau. On est au début de la mise en place de ce réseau-là, donc je veux juste remercier la contribution de tous parce que ces questions-là ne sont pas perdues. On aurait aimé tout y répondre, mais déjà, chapeau à notre animateur et aux panélistes qui ont jonglé dans tout ça pour y répondre. Donc, merci énormément. Je pense qu'une citation très forte qui est sortie aujourd'hui nous est venue de Lourdeny. Les parcs devraient être perçus comme des possibilités de réparation. C'est tellement fort comme citation. Merci beaucoup pour ça. Je vais juste compléter rapido en représentant mon écran pour les dernières minutes. Donc, juste un immense merci avec cette belle photo du parc Frédéric Bach, qui est un des 6 grands gestes actuels à Montréal qui nous fait vraiment regarder vers l'avenir de manière innovante. Il y a vraiment de l'espace pour réparer de plus en plus notre ville et je pense que le parc Frédéric Bach est un bel exemple. Donc, au nom de tous les amis des parcs, merci pour ceux qui ont participé aujourd'hui. Je vous invite à nous rejoindre ce soir à 5 heures pour le cocktail virtuel de clôture où il sera question aussi de se tourner encore plus sur les solutions, continuer les échanges d'aujourd'hui. Ils sont riches et ils sont infinis. Donc, comment activer nous-mêmes le pouvoir des parcs? Il y a tellement à faire. Il y aura 4 thèmes discutés, parc vert, parc social, parc actif, parc avenir. Et on invite tout le monde à amener son petit verre, alcoolisé ou non, à votre convenance pour qu'on trinque ensemble à la santé des parcs de Montréal. Vraiment, merci à tous. C'était un grand plaisir. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux. Les 4 partenaires ont des réseaux très actifs. Les Amis des parcs, les Amis de la montagne, le Centre d'écologie urbaine, le Conseil régional de l'environnement. Et un grand merci aux bailleurs de fonds qui ont généreusement financé l'activité d'aujourd'hui, la Banque TD et le gouvernement du Québec. Donc, merci à tous et longue vie au parc et au réseau des Amis des parcs de Montréal. Merci. Au revoir.